Les vacances d'été s'achèvent et peut-être en avez-vous profité pour parfaire votre bronzage. Mais saviez-vous que cette pratique n'existe en France que depuis un siècle? On revient sur l'histoire du bronzage au XXe siècle avec l'historien spécialiste de la question, Pascal Horry. Le passage au bronzage, c'est une révolution culturelle, je n'hésite pas à le dire. Jusqu'au début du XXe siècle en France, la pâleur est de rigueur, notamment pour les femmes des élites qui se protègent du soleil à l'aide de vêtements longs, de gants, de chapeaux ou encore d'ombrelles. Le christianisme joue un rôle important pour valoriser à travers l'image de la Vierge, pour ne prendre que cet exemple, la pâleur féminine, étant bien entendu qu'il s'agit effectivement des femmes des élites, car vous avez des femmes qui ne peuvent pas se protéger du soleil, qui sont par exemple les paysannes. Donc c'est aussi une affaire de distinction sociale. Les hommes de la distinction peuvent, parce qu'ils sont des guerriers, être bronzés. Cette tradition héritée de l'Antiquité bascule au début du XXe siècle. D'abord car l'exposition au soleil devient un traitement médical, l'héliothérapie. Vous voyez naître au début du XXe siècle un groupe de médecins qu'on qualifie parfois de naturistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nudistes, mais qui pensent qu'on peut soigner, voire guérir, grâce aux éléments. Et vous avez des médecins qui disent qu'on peut soigner, guérir de la tuberculose par l'exposition au soleil. Et ça, c'est capital. Ensuite, les sociétés vont suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que la société qui suit en priorité, ce n'est pas l'américaine, c'est pas l'anglaise, c'est pas l'italienne, c'est la française. C'est à la fin des années 20 que surgit le phénomène du bronzage, mais c'est d'abord l'apanage des jeunes femmes des élites. Le bronzage devient un marqueur social, un outil de distinction, avant que la pratique ne se généralise au reste de la société à la fin des années 30. Et c'est dans Vogue que dans les années 20 finissantes, on va voir émerger un regard positif sur ce que l'on commence à appeler bronzage. Et la génération d'après, c'est-à-dire celle des années 30, ce sera un magazine comme Marie-Claire, qui est l'ancêtre de Elle, c'est-à-dire le magazine des jeunes femmes des élites. Et ces jeunes femmes font du sport, ces jeunes femmes s'exposent de plus en plus. Donc vous avez progressivement une extension, une popularisation d'une pratique. C'est d'ailleurs un phénomène culturel très fréquent. Il ne faut pas se leurrer, beaucoup des innovations partent des élites. Le bain de mer s'accompagne du bain de soleil et toute femme élégante qui veut être à la page tient à revenir la peau bronzée de son séjour à Troux-sur-Mer. Le soleil tonifie, vivifie, régénère. Emmagasiner du soleil, c'est emmagasiner de la santé. Et puis ce que l'on perd en octambulo ou dancing du casino, on le récupère et au-delà, en lézardant sur le sable. Cette valorisation du bronzage se traduit également dans le choix du mot en français, qui relève d'abord de l'esthétique, avant que le verbe n'entre dans le Larousse et prenne son acception actuelle en 1928. Le mot lui-même est valorisant, car on l'a oublié, mais bronzage, c'est un vocabulaire qui existe avant, mais qui concerne la sculpture. On va donner à une statue l'apparence du bronze. Tandis que chez les anglo-saxons, ça sera le tanning, chez les Allemands, le brunissage, c'est moins valorisant. Et l'usage d'une métaphore esthétique, le bronzage, qui vous fait ressembler à une œuvre d'art, dit tout. Selon Pascal Horry, le bronzage devient une voie d'émancipation féminine, au même titre que l'abandon du corset ou l'adoption de la coupe courte au début du XXe siècle. Le bronzage n'est qu'un des éléments distinctifs, puisqu'il s'agit toujours de distinction, mais d'une forme de, alors, selon les cas, indépendance, autonomie, rébellion contre les valeurs antérieures. Le travail féminin, qui n'est plus un travail lié à la ferme ou à l'usine, du moins seulement, et même de moins en moins, qui sera de plus en plus un travail qu'on appellera ensuite tertiaire, tout cela fait que ces femmes lectrices des magazines féminins, souvent rédigés encore par des hommes, mais incontestablement très bien accueillis par les femmes, encouragent à avoir une exposition qui peut être économique, parce qu'on est dans le tertiaire, mais aussi ludique, puisqu'on part de plus en plus en vacances, qui conduit à ramener de ces vacances la preuve que l'on en a profité. Ce n'est pas automatiquement lié aux plus riches, c'est clairement lié aux plus jeunes. Pendant 50 ans, jusqu'aux années 70, la vogue du bronzage devient incontournable dans une société qui se tourne vers les loisirs. Les vacances, l'accès à la mer et la montagne se généralisent, notamment grâce à la mise en place des congés payés en 1936. Le bronzage, c'est très important dans la vie? Ah oui, très important, surtout pour une femme.
Pourquoi? Parce que c'est un peu plus sexy. Et pour être bronzé, tous les moyens sont bons. Il y a évidemment les produits solaires qui existent depuis l'apparition du bronzage, comme l'huile de Chaldée, mise au point par le couturier et parfumeur Jean Patou en 1927, ou l'ambre solaire, créée par le fondateur de L'Oréal en 1935. Et puis apparaissent les premières machines bronzantes, et il existe même des maillots de bain spéciaux. Petit florilège dans les archives de l'INA. Le maillot de bain à bronzage intégral. Alors c'est un maillot qui est fait en voile de coton, qui est traité ou travaillé de manière un peu particulière pour laisser passer les radiations, pour bronzer à travers, mais pour ne pas laisser passer le regard. Oui, si vous ne tenez pas à remporter le titre de Miss Aspirine dès votre arrivée sur la plage, madame, une seule solution, l'Institut de beauté et le soleil artificiel. Lunettes sombres pour protéger les yeux et surtout les paupières. Soleil artificiel à volonté. Et de Tahiti, ces vainés qui dansent sous le soleil de Paris viennent nous faire connaître une formule de là-bas. Formule pour bronzer dont se servent depuis toujours les Tahitiennes à la peau délicatement ambrée. Alors on peut dire, mais alors on ne savait rien des dangers d'une exposition exagérée au soleil. Mais si, on le savait fort bien, vous aviez toujours des voies médicales, mais les sociétés pensent ce qu'elles veulent à un certain moment. Il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Donc la société, surtout de l'après-Seconde Guerre mondiale, vous imaginez, n'a pas du tout envie d'entendre parler de mélanome. Il faudra donc qu'il y ait une deuxième génération, qu'on sophistique l'analyse médicale, toujours les médecins, pour que peu à peu, une partie de ce discours commence à perfuser. Mais on peut dire qu'on est toujours dans une situation d'hégémonie solaire jusqu'au début des années 70. La preuve, les alertes de dermatologues sur les dangers de l'exposition au soleil sont nombreuses dans les archives. À l'heure actuelle, il est admis que beaucoup de cancers cutanés sont développés par une exposition trop fréquente, trop répétée au soleil. Il y a certainement une différence significative entre l'âge chronologique des sujets et leur apparence, et ce vieillissement prématuré de la peau est dû à l'action des rayons ultraviolets solaires. Qu'en est-il au XXIe siècle? Selon une étude réalisée par la Fédération des entreprises de la beauté en 2024, 9 Français sur 10 pensent qu'il est indispensable de se protéger des rayons UV, mais 39% d'entre eux estiment pouvoir se passer de crème solaire. Entre 1990 et 2023, le nombre de cancers de la peau a triplé en France, l'un des facteurs de risque étant l'exposition au soleil. Présente tes bras. En tube, en spray ou en pulvérisateur, il y en a pour tous les âges. Nous, on vient de la région parisienne, on a des peaux très blanches, donc indice solaire élevé et progressivement indice solaire moins élevé. J'ai commencé la graisse à traire il y a 40 ans. Bon, mais ça a évolué quand même depuis. Aujourd'hui, 15 millions de tubes sont consommés chaque année en France. Les industriels rivalisent d'innovation pour des consommateurs toujours plus exigeants. On a un niveau de production qui est environ 20% supérieur à celui des autres années. De nos jours, Pascal Horry parle de bronzage intelligent et de coexistence de différents comportements. Il semble bien qu'on soit engagé depuis les années 90, et plus nettement au XXIe siècle, dans une coexistence qui peut être d'ailleurs géographique, je ne dirais pas ethnique. On sait bien que les populations asiatiques se resituent dans une perspective qui nous paraîtrait traditionnelle, à savoir qu'il faut plutôt être pâle, que le bronzage n'est pas du tout valorisé. Et puis, parce que, en effet, les débats autour de l'écologie, par exemple, peuvent partager les populations. Désormais, nous avons des niches qui coexistent entre elles.